ces questions, l'enjeu crucial pour nous étant évidemment de comprendre comment prévenir tout risque d'accident, et ce, à tous les stades de son cycle de vie. Quelles indications est-ce que vous pourriez formuler, madame, à tous les participants qui nous suivent aujourd'hui pour les aider tout simplement à être en parfaite conformité? C'est un peu l'exercice que je vous demande si vous l'acceptez. On vous écoute. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Donc, nous allons rester humbles, modestes, parfaites. On va enlever parfaite. On va dire conformité. Donc, je vais vous faire un point rapide sur la réglementation utilisation des équipements de travail et toutes les obligations de l'employeur. Donc, c'est une réglementation très riche et très complexe. J'ai 14 minutes chrono pour vous la présenter. Donc, j'ai fait un ciblage des opérations principales qui sont généralement non respectées lors de la survenance de la majorité des accidents du travail. Alors tout d'abord, le point de base, c'est la mise en service d'une machine conforme. Donc l'article L4321-2 précise qu'il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et moyens de protection non conformes. Évidemment, le fabricant a l'obligation de mettre sur le marché des machines conformes. Cependant, l'employeur a l'obligation de vérifier que les machines qu'il met en service sont bien conformes. Vous avez un article très intéressant qui est le L4311-5 qui précise qu'il y a la possibilité de demander la résolution de la vente ou du bail de location d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection non conforme dans un délai d'1 an à compter de la date de livraison. 1 an, ça passe très vite. Donc vous avez 1 an pour vous rendre compte si la machine est conforme ou non conforme. Alors, qu'est-ce qu'on appelle machine conforme? Tout d'abord, on a les obligations formelles. Une machine conforme, machine neuve, doit vous être livrée avec une déclaration CE de conformité qui doit comporter pas mal de points. Les points principaux, c'est l'identification précise du fabricant, l'identification précise de la machine, sa dénomination, son modèle, son type, son numéro de série, tout ce qui permet de l'identifier correctement. De préciser aussi que la machine est conforme à la directive machine et bientôt au règlement machine et ou à d'autres dispositions telles que ATEX, compatibilité électromagnétique, directive basse tension et autres. C'est très bien quand on a des références aux normes harmonisées qui ont été utilisées par le fabricant pour concevoir sa machine. On doit avoir le lieu et la date de la fabrication, l'identification et la signature du fabricant ou de son représentant. Ce sont les points principaux qu'il faudrait pouvoir retrouver sur chaque déclaration CE de conformité, donc accompagnant une machine neuve. On a d'autres obligations formelles. Alors attention, là j'ai parlé de déclaration de conformité. Il ne faut pas confondre avec le certificat de conformité. Le certificat de conformité, il est réservé aux machines d'occasion. Ce n'est pas la même chose. Donc outre la déclaration CE de conformité, qui doit vous être livrée avec la machine, elle doit disposer, elle, d'un marquage CE, avec le joli logo CE, un marquage CE indélébile, pérenne, où on doit pouvoir retrouver les caractéristiques principales de la machine qui permettent de l'identifier. La machine, elle doit également vous être livrée avec une notice d'instruction. Et une notice d'instruction, c'est très important. Si vous avez une notice, normalement, ça comporte beaucoup d'informations. Si vous avez une notice d'instruction qui fait 5 ou 10 pages et qui ne vous précise que comment programmer la machine et la mettre en production, posez-vous des questions. Il manque beaucoup d'informations. La notice d'instruction, elle doit comporter des informations sur la manutention, l'installation, l'utilisation, les modes opératoires, les réglages, l'entretien, la maintenance, qui l'a fait, préventive, curative, etc. Les mesures de protection, les éventuelles formations. Est-ce que c'est le fabricant qui fait les formations? Est-ce que c'est l'utilisateur? Les risques résiduels, les pièces de rechange, ce qui peut être monté ou pas sur la machine, c'est-à-dire le type d'outil, le type d'équipement interchangeable. Donc, énormément d'informations sur la notice d'instruction. C'est très précieux, il faut qu'elle soit bien faite. Donc ça, on était dans les obligations formelles. Alors, là, j'ai marqué 90%, j'ai fait un petit... Attention, 90% des machines. On est plus même sur 95% des machines. Il faut savoir que 95% des machines sont sous le régime de l'auto-certification. C'est-à-dire que c'est le fabricant qui dit « Moi, j'ai respecté les exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive machine et j'ai pris en compte les normes harmonisées pertinentes. » Mais il dit qu'il a fait ça. Il vous a délivré une déclaration CE de conformité, il a mis un marquage CE sur sa machine et il vous a donné une très bonne notice d'instruction. Pour autant, beaucoup de machines ne sont pas conformes à la conception. D'où l'intérêt, si vous avez un service de prévention, un préventeur pour les grosses entreprises,
c'est de leur donner la possibilité, les moyens, le temps de s'investir dans les normes, d'arriver à les comprendre, d'arriver à les lire et de parvenir un peu à faire une première évaluation de la machine. Mais vous pouvez aussi vous faire accompagner par des organismes compétents, par des personnes compétentes, ça on le verra plus tard dans la journée, pour vous faire une première évaluation de la machine et des éventuelles non-conformités quand elles arrivent. Toujours avec cet objectif derrière on a 1 an pour dénoncer la vente. Alors, on a l'obligation de faire utiliser des équipements et moyens de protection, donc des machines conformes. Maintenant, on peut passer sur l'obligation du maintien en état. L'article L4321-1 précise que les équipements de travail et les moyens de protection sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification. Donc on voit bien qu'on a quand même un article assez large de vie. Et donc là-dessus, toujours pareil, on revient sur la notice d'instruction, qui est très importante pour savoir comment justement installer la machine, comment l'utiliser correctement, comment la régler, comment procéder à la maintenance. Donc on doit faire la maintenance. Et pour certains types, pour certaines catégories de machines, on doit mettre en place ce qu'on appelle les vérifications périodiques réglementaires. Attention lorsque vous procédez à des modifications. Les modifications, elles sont de préférence à discuter avec le fabricant ou au moins se faire accompagner par une personne compétente, un organisme qui peut vous donner des conseils. Lorsque vous procédez à une modification, et ça je l'ai vu très souvent, vous pouvez, en modifiant la machine, créer un nouveau risque et créer un point de non-conformité là où il n'y en avait pas à la base. Et là, c'est de la responsabilité de l'employeur. Toujours dans le maintien en état de conformité, donc l'article R4322-1 précise que les équipements de travail et les moyens de protection doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception applicables lors de leur mise en service, y compris au regard de la notice d'instruction. On revient encore sur la notice d'instruction, d'où l'importance d'avoir une notice d'instruction bien détaillée. Donc on prend en compte les informations contenues dans la notice, le remplacement périodique des pièces, la périodicité des actions, la maintenance préventive, la maintenance corrective, le qui fait quoi entre le fabricant, l'utilisateur, etc. et les vérifications périodiques réglementaires pour certaines catégories de machines. Donc ça, c'est le principe général de maintien en état de conformité. Ensuite, vous avez un article spécifique, le R4322-2, qui lui vise les moyens de protection détériorés et qui précise que les moyens de protection détériorés dont la réparation n'est pas susceptible de garantir le même niveau de protection sont immédiatement remplacés et mis au rebut. Donc, c'est bien de mettre en place une vérification régulière de l'état et du bon fonctionnement des moyens de protection, des protecteurs, des barrages immatériels. Ça peut être journalier au démarrage de la machine, ça peut être hebdomadaire, ça c'est à l'employeur de définir. Mais quand un protecteur est cassé, quand une barrière immatérielle n'est plus opérationnelle, la théorie et la pratique voudraient qu'on arrête la machine, on arrête de s'en servir, on attend que la pièce arrive, la pièce de rechange arrive et on la remonte. Donc on a vu les machines conformes et le maintien en état de conformité. En fait, le défaut de maintien en état est à l'origine de très très nombreux accidents du travail. Un protecteur cassé, retiré et qui n'a pas été remis lors d'une opération de maintenance, shunté parce qu'il gêne pour le débourrage, parce qu'il y a souvent des actions à cet endroit-là. Alors est-ce qu'il a été mal conçu? Est-ce que la machine est mal utilisée? Ça, il faut aller creuser un petit peu. Une maintenance qui est non réalisée, tout ça correspond à des défauts de maintien en état et c'est à l'origine de nombreux accidents du travail. En ce qui concerne les vérifications périodiques qui ciblent certaines catégories de machines, ces vérifications périodiques, elles aident à déceler en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Donc c'est une aide au maintien en état de conformité. Pour réaliser ces vérifications périodiques, qui doivent être faites par des personnes compétentes, l'employeur doit mettre à disposition le personnel nécessaire pour faire fonctionner la machine et le matériel nécessaire à la réalisation de ces vérifications périodiques. Alors attention, une vérification périodique, un rapport de vérification périodique, ce n'est pas un rapport de vérification de conformité. Ça, on le voit souvent dans les entreprises.
Bah oui, bah regardez, moi j'ai mon rapport de vérification périodique qui dit que j'ai 0 anomalie. Ma machine, elle est conforme. Alors pas du tout, ça n'a rien à voir. La vérification périodique, elle est là, elle regarde la machine à l'instant T par rapport à la machine d'origine. Est-ce qu'il y a des dérives ou pas? Pour autant, la machine d'origine, si elle n'était pas conforme, elle l'est toujours pas. Et s'il n'y a pas d'anomalie sur le... Parce qu'en fait, les vérifications périodiques, ça ne cible que certains points particuliers. S'il n'y a pas d'anomalie sur le rapport de vérif périodique, ça ne veut pas dire que pour autant la machine est conforme. Donc, à ne pas confondre. Et attention, quand on nous dit aussi, bah oui, regardez, j'ai mon carnet de maintenance, j'ai fait la maintenance. Non, c'est différent de la vérification périodique. La vérification périodique réglementaire pour certaines catégories de machines est complémentaire de la maintenance. Et enfin, une dernière chose, le rapport de vérification périodique n'est pas là pour faire plaisir aux inspecteurs du travail et à l'administration. Et c'est très bien d'avoir tous vos rapports de vérification périodique bien classés dans un beau classeur, dans un beau placard, répertoriés tous les ans. Mais quand on retrouve des observations d'une année sur l'autre, de 6 mois en 6 mois, qui n'ont pas été levées, on se pose des questions. Donc le rapport de vérification périodique, il sert à quelque chose. Il ne sert pas à faire plaisir et à être en conformité avec la réglementation. Il sert aussi à détecter des choses qui pourraient créer de nouveaux risques ou des dangers. Et donc il faut procéder à la levée des observations. Donc on a vu mise à disposition, enfin mise en service de machines conformes, maintien en état de conformité. Maintenant, on va passer à une chose aussi importante, c'est l'information à la formation. Le R4323-1 précise que l'employeur a l'obligation d'informer les travailleurs affectés à l'utilisation ou à la maintenance des équipements de travail, notamment sur les conditions d'utilisation ou de maintenance, donc comment on utilise la machine, comment on réalise la maintenance, les instructions aux consignes, dont celles contenues dans la notice du fabricant. On en revient toujours à l'importance de la notice d'instruction du fabricant. Et aussi, quelque chose qui est intéressant et qu'on voit de plus en plus dans les entreprises, mais quand même, il faut que ça se mette en place, c'est les conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. Lorsque vous avez des incidents ou des presque accidents, c'est bien d'essayer de réfléchir, parce que des fois, ce sont des incidents ou des presque accidents à répétition, et puis un jour, si on n'a rien mis en place, ben, ces incidents ou ces presque accidents, ils se transforment en accidents graves, voire très graves, voire mortels, alors qu'on a la trace de tout ce qui s'est passé avant. Outre l'information sur l'utilisation, l'information générale à l'utilisation, l'article R4323-4 précise que les travailleurs affectés à la maintenance et à la modification des équipements de travail reçoivent une formation spécifique. C'est une formation bien spécifique, ce n'est pas une simple information, c'est une formation bien cadrée avec pas mal d'informations dispensées dedans. Donc cette formation, elle est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail et des techniques, notamment en cas de modification. Donc on revient un petit peu vers les règles de l'art, etc. L'opérateur de maintenance, il a des connaissances particulières et il doit avoir été formé de manière particulière. Donc on a vu l'utilisation de machines conformes, on a vu le maintien en état de conformité, l'obligation d'information et de formation, et maintenant on va voir les procédures spécifiques pour la maintenance. Alors, la maintenance, c'est également, outre le maintien en état de conformité, c'est également à l'origine de très très grande partie des accidents du travail, malheureusement. La maintenance, alors on a l'article R4323-15, qui donne une notion très 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 large de la maintenance. Vérification, visite, nettoyage, débourrage, graissage, réglage, réparation et toute autre opération de maintenance. Donc vous voyez que c'est vraiment très 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 large. Le principe de base, c'est que toutes ces opérations, elles doivent être faites machine à l'arrêt. Alors c'est certain, ça prend du temps, ça bloque un petit peu la production. Machine à l'arrêt, mais il y a quand même une précision dans l'article qui dit machine à l'arrêt, ok. L'employeur s'assure que pendant l'opération, on ne peut pas, aucun mouvement dangereux ne puisse être déclenché, où les énergies résiduelles ne puissent pas être libérées, etc. Donc, l'employeur s'assure
que la machine reste bien à l'arrêt pendant ces opérations de maintenance. Ça veut dire que la machine, elle doit être consignée, en gros. Une consignation, une réelle consignation, c'est pas j'appuie sur un arrêt d'urgence, j'occulte des barrages immatériels, j'ouvre un protecteur. Tout ça, ça ne correspond pas à une réelle consignation. Un opérateur de maintenance qui rentre dans une grande ligne de production, il ouvre un portillon qui est asservi au système de commande. Toute la ligne s'arrête ou une partie de la ligne s'arrête, il fait son intervention, il ne consigne pas, la ligne est grande, un autre opérateur arrive, il ne comprend pas pourquoi la machine ne fonctionne pas, il s'aperçoit que la porte est ouverte, il referme, il remet la machine en fonctionnement et hop, l'opérateur de maintenance, lui, il lui arrive quelque chose. Donc, la consignation, c'est important. Vous avez un guide INRS qui est très bien fait sur le sujet et dont je pense qu'on parlera peut-être un petit peu plus tard dans la journée. Alors, le principe de base pour la maintenance, donc pour toutes ces opérations, c'est machine à l'arrêt consignée. Le souci, c'est que pour certaines machines, on ne peut pas faire ces étapes-là à l'arrêt. On a besoin d'avoir une machine en fonctionnement. Dans ce cas-là, on a une procédure spécifique à mettre en place. Et la machine, elle, pour faire les réglages, etc., elle doit disposer d'un sélecteur de commandes qui passe, par exemple, de production à maintenance, verrouillable, à clé ou à code. Et c'est l'opérateur de maintenance qui, à la main, lui, il peut disposer d'un boîtier de commande déporté. Mais en tout cas, c'est lui qui, quand il fait ses opérations, quand il fait son réglage, c'est lui qui va mettre en fonctionnement la machine en vitesse lente, en pas à pas. Et c'est lui qui commande, c'est pas l'opérateur qui est au poste de commande et qui remettrait la machine en fonctionnement en vitesse rapide. C'est l'opérateur qui est mis en sécurité. Donc voilà, ça, ce sont des procédures à mettre en place. J'ai terminé. C'était les grands principes, hein, vraiment. Merci, c'était le principe. Merci beaucoup Marianne Lemoigne pour ce propos évidemment fort utile en ce début de journée. Vous voulez pas rester avec nous un petit peu parce que j'ai déjà quelques questions, si vous en êtes d'accord, bien sûr. Peut-être que dans le public il y a quelques questions. J'en ai au moins deux déjà du chat, si je peux vous les formuler. Une notamment de Gaëlle Bertonnière. Si malgré les demandes aux fournisseurs, nous n'arrivons pas à obtenir la notice en français ou la notice complète, de quel recours est-ce que je dispose ? Alors, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper justement dans l'année, la première année. Il y a ce recours de résolution de la vente. Bon, pour une notice, c'est un petit peu compliqué. Ça vous pénalise. Ça pénalise énormément l'entreprise qui a investi sur le sujet. Donc, soit vous pensez conserver la machine, et si vous avez la notice qui est en anglais ou vous essayez de la faire traduire, soit vous allez voir le fabricant, mais enfin, pour moi c'est très compliqué d'aller sur ce principe-là pour faire une résolution de vente. Donc on sait que c'est parfois très complexe d'obtenir la notice en français, et pour autant elle doit être. Donc il faut insister en rappelant aux fabricants ces obligations. Et ces obligations, elles sont dans la partie conception du Code du travail. Elles ne sont pas dans la partie utilisation. Ouais. Mesdames, Messieurs, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas. Merci aux personnes qui sont là pour porter un micro. J'ai une autre question. Apparemment, il y a beaucoup de questions sur les machines anciennes. Par exemple, Dominique Tramont qui nous demande qu'en est-il pour une machine telle qu'une presse hydraulique très ancienne de l'ordre de 30 ans. Oh, ça va. Ça va. Ça va. Pour ces machines-là, vous avez... alors, pour toutes les machines qui n'ont pas de marquage CE, il y avait eu toute une campagne de mise en sécurité des machines qui donc n'étaient pas CE, ne répondaient pas lors de leur mise sur le marché à des règles techniques de conception. Donc ces campagnes, enfin il y a des guides qui avaient été réalisés, qui avaient été rédigés sur le sujet. Donc ces machines, elles ont fait l'objet depuis longtemps, très longtemps, d'une mise en sécurité.
Ensuite, cette mise en sécurité, au départ, c'était quand même quelque chose d'assez basique, puisqu'on savait qu'on ne pouvait pas de toute façon atteindre les objectifs fixés par les exigences essentielles de sécurité. Donc c'était quand même quelque chose de très basique. Ce qu'il faut voir, c'est que sur une presse ancienne comme ça, il y a peut-être des choses qui ont été mises en place à l'origine en 92 ou 93. Mais il faut suivre l'une des obligations de l'employeur, c'est l'évaluation des risques, et puis aussi c'est de suivre l'état de l'évolution de la technique. Donc de revoir peut-être un petit peu la mise en sécurité de sa machine, de la revoir, de la remettre un peu au goût du jour. Merci pour ces précisions. Je vois une main qui se lève ici, monsieur, je vous en prie. Si vous pouviez juste vous présenter. Merci Thomas beaucoup. Berti, du coup. C'est bon, vous m'entendez? On vous entend. Comment s'applique la restitution de vente aux fournisseurs à partir de comment on peut appliquer cette loi quand on n'est pas d'accord avec notre fournisseur? Alors ça, c'est au niveau du tribunal, enfin c'est un litige commercial. Cet article fait partie du Code du travail. Et bien cité dans le Code du travail, parce que ça vous l'avez dans une directive, c'est bien cité dans le Code du travail, mais dans la partie conception des équipements de travail et non pas utilisation. Ça ne vous empêche pas de l'utiliser, justement. Et ça, c'est au niveau... c'est litige commercial, quoi. Il faut se reporter là-dessus. C'est pas on n'est pas l'inspection pas l'inspection du travail qui va entamer la procédure. C'est vraiment l'utilisateur qui va se retourner de lui-même, peut-être en prenant une aide juridique, un apport juridique qui va intervenir là-dessus. Okay, mais il faut aller très vite. Franchement, 1 an pour mettre en service une machine et pour se rendre compte de tous les problèmes qu'on peut avoir, par exemple dans les fonctionnements, le bourrage, ce genre de choses. Est-ce qu'on l'utilise mal? Est-ce qu'elle est mal conçue? Tout ça, il faut vraiment aller très très vite pour le mettre en œuvre. Une question encore, et puis ensuite... on vous libérera, madame. On aura bien sûr, tout au long de la journée, la possibilité encore de vous interpeller et de discuter. Je vous en prie. Bonjour, Pierre Punsola de Suez. C'était pour savoir si vous recommandez du contrôle de conformité machine suite à la mise en service, même si elle est réputée conforme avec le certificat CE ou pas. Voilà. Alors, personnellement, oui. C'est clair. Merci. Écoutez, honnêtement... alors après, ça c'était mes pratiques professionnelles. Hein. Quand j'accompagnais les agents de contrôle dans les entreprises pour tout ce qui était contrôle, enfin des ateliers, des parcs machines. Évidemment, quand vous vous retrouvez devant l'employeur qui vous dit, qui est sincère, qui vous dit, moi j'ai une machine, on me l'a livrée avec une déclaration CE, avec un marquage CE, avec une notice d'instruction de bonne foi, je pense j'ai confiance, je pense qu'elle est conforme. Donc c'est déjà compliqué d'expliquer que pas forcément, voilà, la machine n'est pas forcément conforme. Et moi ma méthode, c'était plutôt de dire pour des gros investissements, surtout pour de gros investissements, hein, quand vous avez prévu d'acheter une machine qui vous coûte quand même assez cher, de prévoir cette évaluation de la conformité de préférence pour moi par un organisme accrédité, donc à vos frais évidemment, mais de prévoir ça. Dès l'arrivée, la mise en service de la machine, qu'elle soit en service pour qu'on puisse voir le fonctionnement. Mais oui, moi, honnêtement, oui, je le préconise, oui.